pris l'option, ou que nous allons prendre l'option de réintégrer des mutins au sein de l'armée, ce serait aller un peu vite en besogne. Il y a divers types de réintégration. Il y a une réintégration sociale, dire à quelqu'un qu'il peut vivre normalement dans son pays, qu'il peut y travailler, qu'il peut y prospérer dans une activité de production, sans qu'il ne lui arrive un malheur quelconque, sans qu'on ne le poursuive, c'est une chose. Mais inoculer le venin de la mutinerie dans l'armée en y remettant des mutins, c'est une autre chose. Et je n'ai pas l'impression que le haut commandement, aussi bien le gouvernement que le commandant suprême, le chef de l'État, soit prêt à revivre ces expériences-là. Mais nous ne sommes pas encore aux conclusions, et donc ceci n'est qu'une réflexion comme ça, ex abrupto. Donc il vaut mieux attendre que nous terminions ces réflexions, mais toujours est-il que l'enseignement que nous avons tiré d'une réintégration aveugle, qui ne tient pas compte du passé de chacun, qui ne tient pas compte du fait que ce n'est pas avec des mutins qu'on fait une armée disciplinée, nous a conduit à des problèmes que nous ne sommes pas prêts à revivre. Et je n'ai pas l'impression que c'est vers cette solution-là qu'on pourrait se diriger. La question de RFI, si ça nous gêne de citer le Rwanda comme étant le pays par lequel ce Bagayamouko a transité, non, ça ne nous gêne pas. Il ne nous plaît pas simplement à coller des noms de petits oiseaux à un pays qui, bien que nous agressant, participe avec nous à la recherche de solutions, parce que placé dans des conditions de pression qui ne sont pas des pressions par mon micro. Les pressions, elles sont diplomatiques, elles sont autres. Les pressions, elles se jouent là où nous nous rencontrons justement avec ce pays, et il faut rendre ces rencontres possibles pour rendre ces pressions possibles. C'est pourquoi le gouvernement adopte le ton d'un gouvernement. Lorsqu'il parle de ces choses-là, le président adopte le ton d'un président qui rencontre aussi un autre président avec lequel il n'est pas d'accord, mais qui n'est pas obligé d'insulter pour autant. Et la presse utilise le ton de la presse lorsqu'elle réfléchit avec les sentiments de la population, c'est normal. La société civile utilise le ton de la société civile, donc ne demandez ni au président ni au gouvernement d'adopter le langage de la société civile ou de la presse ou des partis politiques. Donc c'est chacun a son style, chacun a sa façon, chacun a sa méthodologie pour mener les choses. Nous avons une responsabilité, c'est celle d'arriver au moindre coût en vie humaine à ramener la paix. D'autres ont la responsabilité d'exprimer la mauvaise humeur de la société. Ce n'est pas notre responsabilité. C'est pourquoi nous faisons preuve de réserve parfois dans l'expression lorsque nous parlons de celui qui nous agresse et avec qui nous discutons, malgré tout. Parce que c'est notre devoir de discuter avec eux, ce n'est pas le devoir de la presse, ce n'est pas le devoir de la société civile. Alors, au Oicha, il y a beaucoup d'enlèvements. Pourquoi nous ne parlons que de ceux qui ont été faits samedi? Non, c'est une mauvaise perception. Quelles sont les informations que vous avez sur les autres, si vous avez déjà localisé, ceux qui ont été enlevés avant? Les médecins, les infirmiers, les prêtres, il y a 3 prêtres. Il y en a qui ont été retrouvés, mais il y en a qui sont disparus jusqu'aujourd'hui, et que nous mettons dans le compte justement de ces crimes contre lesquels les auteurs de ces enlèvements, qu'ils soient congolais ou étrangers, auront à répondre. Donc chaque fois qu'il y a un événement de cette nature, nous alertons l'opinion, nous alertons aussi bien nos partenaires que notre propre population, parce que nous avons à cœur de pouvoir faire respecter les droits de ces gens. Donc ceux-ci sont les derniers, nous en parlons aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant la raison de croire que nous négligeons ceux qui ont été victimes avant eux. Donc nous les mettons sur le même pied d'égalité, nous avons la même préoccupation, mais nous devons absolument traiter du cas le plus récent qui est intervenu avant cette conférence de presse. Étienne Kabila, qui n'a aucun lien avec la famille du président, pourquoi alors Étienne Kabila, Aimé Kabila? Nous n'allons pas parler d'Hortense, qui est effectivement de la famille, simplement on a voulu faire croire qu'elle a été tuée, alors qu'elle n'a pas été tuée. Donc ces deux-là, pourquoi? Mais je pense qu'on peut mettre à jour facilement les raisons de cette imposture. S'agissant d'Aimé Kabila, on vous l'a dit, elle s'est mise en tête qu'il était plus facile d'aller faire croire au service de la chancellerie aux affaires étrangères
qu'elle était de la famille du président pour avoir un passeport diplomatique, parce qu'elle n'avait pas droit à un passeport diplomatique. Seuls les membres de la famille, à un certain degré, des autorités, ont droit à un passeport diplomatique. Et donc elle a voulu faire jouer cette fausse information pour accéder à un droit qu'elle n'avait pas. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'était probablement aussi de se rendre intéressante. Peut-être qu'elle a cru que les hommes ne s'intéresseraient pas à elle si elle ne disait pas qu'elle était d'une grande famille dans le pays. Vous voyez, même cet homme qu'on soupçonne de l'avoir tué, on voit que par la suite, il s'est fâché parce qu'il avait cru, lorsqu'il a établi sa relation avec elle, que c'était la sœur du président. Et que découvrant qu'il y a eu une supercherie, qu'elle n'était pas la sœur du président, ils se sont brouillés jusqu'à l'issue fatale, c'est-à-dire la mise à mort. Donc c'est peut-être se mettre en valeur, croire qu'on ne vaut rien parce qu'on n'apporte pas un nom. Hein, il y a des gens suffisamment faibles pour s'imaginer qu'ils ne valent rien s'ils n'ajoutent pas à leur nom un nom d'une personnalité ou d'une autorité. Ça peut arriver. Et Étienne Kabila, je pense que c'est beaucoup plus politique. Parce que Étienne Kabila, nous le voyons surgir après la mort de Mzee Kabila. Si j'ai un père qui ne m'a pas reconnu, évidemment, je ferai tout pour qu'il me reconnaisse lui-même. Il est en vie, je me présente à lui, ou je fais du bruit pour qu'il me reconnaisse. Je n'attends pas qu'il meure pour venir revendiquer sa paternité. Deuxièmement, il attend que le président Joseph Kabila soit désigné par les institutions pour assumer le pouvoir de transition, pour remettre en cause la filiation du président Joseph Kabila par rapport au président Mzee Laurent Désiré Kabila. Manifestement, c'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler par des esprits beaucoup plus structurés que lui, puisqu'apparemment ce n'est pas un foudre d'intelligence. Donc manifestement, il a été manipulé par des gens qui sont plus instruits, plus structurés, et qui lui ont montré peut-être tout l'intérêt qu'il y avait à se faire passer pour le fils d'eux, alors que eux avaient intérêt à ridiculiser la nouvelle gouvernance qui s'installait dans le pays, ridiculiser le nouveau leadership qui s'installait dans le pays, et on voit que chaque fois qu'il y a des adversaires, une opposition au président qui se manifeste d'une façon ou d'une autre, ce monsieur monte en surface. Nous allons en négociation à Sun City, on le voit, pour remettre en cause le président, comme si il est président par le fait d'être le fils de l'ancien président. Ce qui n'est pas le cas, mais il y a des gens qui ont l'esprit suffisamment torturé pour s'imaginer qu'on est président au Congo parce qu'on est fils de. Et puis c'est une façon aussi de discréditer une personnalité. Et lorsqu'il y a cette tentative de coup, qui est-ce qu'on met en tête? C'est toujours le même Étienne Kabila. Donc il y a là une manipulation qui fait qu'il y a une volonté systématique de discréditer, de détruire, de déstructurer l'ordre politique qui est en place en partant de la personne du président Joseph Kabila. Alors, la question du Digital Congo sur les Maïmaï qui terrorisent le Katanga, je ne sais pas quel est le sens de la question. Est-ce que vous pensez qu'on s'en occupe pas? Je sais que l'armée est en train de réprimer cette insurrection. Je sais que l'armée tape sur eux. Il y a des morts, il y a des prisonniers, même nos militaires meurent au contact de feu avec ces Maïmaï qui sont au Katanga. Ce n'est pas parce que vous êtes au Katanga qu'on va vous traiter différemment des rebelles qui sont ailleurs dans le pays. On a pu envoyer des missions pour parler avec eux. Il y a certains qui ont accepté, qui sont revenus à la raison. D'autres continuent à s'entêter. On les frappe. C'est ce qui se passe au Kivu. Même avec le M23, ceux qui accepteront de quitter ce groupe de malfaiteurs, on va les intégrer dans la vie sociale. Ceux qui n'accepteront pas, on va les frapper. C'est comme ça qu'un État tourne. Un État n'a pas 36 façons de gérer les problèmes de sécurité et de paix. C'est le dialogue ou la répression de ceux qui posent des actes contraires à la loi. C'est la même chose au Kivu, c'est la même chose au Katanga. Il ne faut pas donner l'impression que ça se passe autrement au Katanga, que ça ne se passe au Kivu. Non, partout, on offre la possibilité d'une rédemption, mais en même temps, on durcit le traitement que l'on applique à ceux qui refusent de revenir à la raison. Cinquième question sur ce que compte faire la famille. Nous
vous parle d'avancée technologique, est-ce que vous ferez allusion à l'ADN? Mais pourquoi l'ADN? Pour quelle raison? Ça, c'est sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, moi, je peux me lever, dire que je suis le fils de votre père, et nous devons perdre de l'argent à faire des examens ADN. Pour quelle raison? Pour me faire plaisir? Ça, c'est pour prolonger encore les soupçons. Vous savez très bien que le papa de ce garçon, c'est un monsieur qui vient de Bandundu, que sa maman vient du sud Kivu, qui n'a même aucune proximité, même pas régionale, avec la famille de M. Laurent Désiré Kabila. C'est pour des raisons politiques qu'on l'a utilisé. Et si nous devons toujours recourir au juge, à l'ADN, parce que quelqu'un a fait courir une rumeur, je crois qu'il nous faudra peut-être 10 millions de juges dans le pays pour s'occuper de tous ces cas. Sincèrement, c'est un cas d'une banalité totale. Totale. Complètement. Le musée était vivant, il n'a reconnu personne parmi ces gens, et il meurt et les gens demandent l'ADN. Comment? Nous savons très bien qu'il n'y a aucun lien, nous savons très bien les raisons pour lesquelles ces gens parlent ainsi, nous savons bien pourquoi les médias occidentaux relayent cela. La Chine n'est pas loin, nous sommes allés en Chine, c'est le péché originel. Il faut nous punir chaque fois parce que nous sommes allés chercher en Chine ce qu'eux-mêmes cherchent quotidiennement en Chine. Alors vous, il faut quand même savoir limiter les choses. On ne va pas aller faire des examens d'ADN comme s'il y avait un soupçon quelconque quelque part que cela pu être possible. C'est complètement faux et on ne va pas perdre du temps avec des ADN ou quoi. Ça, c'est vraiment se moquer du monde. Les concertations, qui de Bochab et de Aubin Minakou a conduit les concertations? Aucun des deux. Les concertations, c'est l'initiative du président Joseph Kabila Kabange. Lui seul a reçu mandat de vous, le peuple congolais, de garantir l'unité nationale, garantir l'intégrité du territoire, garantir la souveraineté de ce pays. Et il constate que toutes ces valeurs sont menacées par une agression à partir de l'Est. Une agression qui se démultiplie. Hier, c'était le Nord Kivu. Si on arrête les Bagayamoukou, c'est que les agresseurs sont en train de glisser vers le Sud Kivu. Le président constate cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut renforcer l'unité de ses concitoyens contre ces menaces-là. Et il annonce à 2 reprises. Il commence même déjà à recevoir des gens dans ce cadre-là. Évidemment, tous les Congolais, et particulièrement ceux qui sont ce qu'on appelle des organisations politiques, des associations politiques, ont le devoir de pouvoir multiplier les cogitations autour de ce concept que le président a lancé. Alors, qu'ils se voient, qu'ils puissent échanger sur cela, qu'ils puissent donner leurs avis sur ce que ça doit être ou ce que ça ne doit pas être, c'est tout à fait normal, mais ça n'enlève pas l'initiative à celui qui l'a, excusez-moi la tautologie, qui l'a initié, le président Joseph Kabila Kabange. Donc, Bochab est dans son droit lorsque, au nom du parti, le PPRD qui le représente, il réfléchit, il consulte, il discute avec d'autres partenaires. Minakou est d'autant plus dans son droit qu'il contrôle une plateforme beaucoup plus large, qui réunit plusieurs dizaines de formations politiques, y compris le PPRD, autour du leadership de Joseph Kabila. Donc c'est normal que nous puissions nous tâter, c'est normal que nous puissions nous préparer pour offrir des réflexions, offrir des propositions au chef de l'État qui est le seul, discrétionnairement, à savoir comment les choses vont se faire. Donc, sans que le président n'ait lancé la chose, il n'y a personne, absolument personne, qui peut vous dire comment cela va se faire. C'est lui qui a initié, c'est lui qui va donner corps à cela, mais il n'a interdit à personne de pouvoir lui faire des propositions. Et nous sommes très heureux que des propositions viennent même de l'opposition. Ça montre qu'on se rapproche, lentement mais sûrement, vers ce ciment de la cohésion face aux menaces qui pèsent sur le pays. L'initiative est venue du président, elle va être mise en œuvre par le président, mais on sent un bouillonnement, aussi bien dans l'opposition que dans la famille politique du président, c'est qu'il y a un intérêt par rapport à cette idée que le président a lancée, et ce n'est pas nous qui allons regretter
que des gens manifestent cet intérêt, même si les uns le font de manière un peu brouillonne, mais c'est intéressant que toute la nation puisse maintenant être concentrée sur cette réflexion du comment le président va devoir mener à bonne fin son initiative de lancer des concertations et des échanges pour la cohésion nationale. Mais dites-vous bien que ça ne va pas dans une autre direction que celle-là, parce qu'il l'a défini, des concertations, des échanges pour consolider la cohésion nationale. Si quelqu'un vous dit qu'il s'agit d'autre chose, qu'on va venir remettre en cause les institutions, qu'on va venir réécrire la Constitution, eh bien, il se trompe et il vous trompe. La question de M. Mirandou sur la police, il y a des tracasseries policières, c'est vrai, j'en suis témoin parce que j'ai fait la route de Kikwit, je compte faire la route fluviale, probablement jusqu'à Bandaka ou à Kisangani, parce que là aussi c'est une route où il y a beaucoup de problèmes et qui ont un impact sur les prix qui sont pratiqués ici, parce qu'il y a beaucoup d'éléments corrompus de nos divers services, pas seulement de la police, qui sont en train de s'aimer la pagaille. Nous avons remis un peu d'ordre sur la route de Kikwit. Je sais qu'il y a des problèmes, même dans la ville de Kinshasa, notamment ceux que vous soulevez, mais dire que les autorités regardent cela sans intervenir, c'est un peu exagéré. Je pourrais vous inviter à visiter avec moi les amigos des différentes juridictions militaires. Je crois qu'il y en a à Matete, il y en a ici à Gombe, et il y en a au camp Kokolo, et vous verrez le nombre de policiers qui sont en prison pour des faits tels que ceux que vous décrivez. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été, qui ne sont pas arrêtés. Vous savez, la répression, ce n'est pas du 100%, mais les autorités font quand même un effort avec des moyens qui sont assez limités. Et l'un des devoirs que mon ministère s'est vu attribuer, c'est de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons pas, bien sûr, visualiser tout ce qui se passe partout en même temps, mais nous nous concentrons sur des axes. Hier, c'était l'axe Kinshasa-Kikwit. Bientôt, ce sera l'axe de la route du fleuve, la route de navigation fluviale sur le fleuve, sur la rivière Kasaï, où il se passe des choses totalement inacceptables, où nous allons essayer d'intervenir avec toutes les autorités concernées. Demain, après-demain, nous interviendrons dans la ville de Kinshasa. Pourquoi pas? Je suis très intéressé par des informations documentées que vous pourriez mettre à notre disposition pour nous permettre de préparer une telle intervention qui va sécuriser les populations, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul à présenter ces plaintes, ces dysfonctionnements. Ils sont trop nombreux et nous ne pouvons pas laisser les choses aller en s'empirant. Oui, nous prenons la deuxième série et la fin aussi. Passez le micro à fond. C'est Rachidi Mabando, le compte du journal Forum des As. Deux préoccupations, monsieur le ministre. La première, il y a quelques mois, le chef de l'État, réunissant une poignée de journalistes, a promis une aide à la presse qui devait en principe, au dire du président du chef de l'État, commencer déjà au mois de janvier 2013. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Est-ce que pouvons-nous continuer à croire à cette promesse? La seconde, c'est de savoir, je veux savoir la réaction du gouvernement congolais par rapport à la démission du pape Benoît XVI, qui a démissionné depuis hier. Il y a eu plusieurs réactions de part d'autres gouvernements du monde. La RDC, c'est un pays laïque. Est-ce que le gouvernement congolais a une réaction à ce propos? Merci. Télé 7. C'est Nadine Laing de Télé 7. Le Rwanda, tout le monde le sait, soutient le rebelle du M23. Et aujourd'hui, vous pensez que le Rwanda va aider la RDC à ramener la paix, au moment où le Rwanda accuse la RDC de déstabiliser la région du Grand Lac? Vous pensez à la suivante. C'est Gisèle Etoko, le CCTV Viralique. Monsieur le ministre, on vous entendre dire que vous allez traquer les criminels et que la RDC n'est pas une jungle. On a comme l'impression qu'il y avait eu un laisser-aller et que vous attendez que ça bouge de partout au Katanga à l'est et que vous puissiez prendre position présentement.
Mirador TV FM, John Chitenge. Monsieur le ministre, depuis un certain temps, nous assistons à une sorte de guerre des tranchées entre les pouvoirs de Kinshasa et la Radio France Internationale. Est-ce que l'opinion doit s'attendre à une coupure du signal de ces médias comme le gouvernement a déjà le fait dans le passé? Merci, monsieur le ministre. Alain Kouka, antenne A. Monsieur le ministre, j'ai lu ce matin sur la une d'un journal comme quoi le M23 avait gagné le premier round à Kampala. Nous n'avons pas l'impression que concernant ces négociations de Kampala, nous allons assister à un véritable bal des chauves, parce qu'on se rend compte que la délégation du gouvernement et celle du M23 n'ont pas les mêmes agendas. Ça se voit fort bien, même lorsqu'on entend les déclarations des délégués du M23. Et puis, deuxièmement, vous ne pensez pas que c'est contradictoire et paradoxal? D'un côté, le président Obama qui offre une récompense à ceux ou celui qui pourra mettre la main sur Bosco Ntaganda et consorts. Entre-temps, le gouvernement, notre gouvernement, continue à négocier avec ceux que la communauté internationale qualifie d'associations criminelles. Oui, passez le micro derrière là-bas, Africa TV et puis les deux autres confrères. C'est bon? Merci, monsieur le ministre. Richard Chako, RTGA. Je reviens sur l'affaire de la famille Kabila. Vous avez cité les noms de Aimé Kabila, Hortense Kabila, Etienne Kabila, mais on n'a pas cité le nom d'un certain John Taratibou, qui se réclame aussi de la famille Kabila, qui a été arrêté il y a longtemps, mais qui fait des bruits au nom de Kabila. Est-ce que vous voulez nous dire qu'au niveau de la famille Kabila, il n'y a pas un problème de succession par rapport à l'héritage, les séparations, c'est pourquoi il y a des problèmes? Merci. Africa TV. Merci. Et ça dit Africa TV. Monsieur le ministre, je reviens sur les consultations menées par le président de l'Assemblée nationale comme le secrétaire général du PPRD. Doit-on comprendre que les concertations annoncées par le chef de l'État devront attendre la fin des consultations menées par ces formations politiques ou bien les négociations de Kampala? Deuxième question, c'est de savoir, avec l'arrestation de Gustave Bagayamukwe, est-ce que sa formation militaire est aussi anéantie pour autant qu'il a été arrêté? Merci. Passez à l'ami de la presse écrite. Merci David Mouteba, les points saillants et Grand Lac Magazine. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons et vous félicitez de la promptitude avec laquelle les éléments, les vaillants, je dirais les vaillants éléments des FARDC ont mis la main sur Gustave Bagayamuka et sa bande. Ces mêmes éléments des FARDC ne pourraient-ils pas en faire autant au Nord Kivu, puisque je ne comprends pas de quelle manière ils ont procédé pour anéantir et trouver dans l'œuf l'initiative de Bagayamuka. Mais de l'autre côté, ça a pris tout le temps. Si vous pouvez nous expliquer la technique que les autres ont utilisée pour anéantir cela, merci. Oui, c'est bon, c'est la fin. Nous clôturons, sauf que nous puissions repasser le micro à RFI. Bon. Monsieur le ministre, je reviens sur la force d'intervention spéciale promise par la SADC. 4000 hommes, est-ce que c'est suffisant pour la sécurisation de cette contrée où l'on retrouve beaucoup de forces ou beaucoup de groupes armés, nationaux et étrangers? Et vous pensez que ces 4000 hommes seront opérationnels à partir de quel moment? C'est bon, Excellence, pouvez réagir. Le Forum des As, je crois, nous a posé la question de l'aide publique à la presse. C'est ça la première question de la deuxième vague. Hein. Oui, nous avions, lorsque le chef de l'État a reçu les patrons de presse, que j'avais conduit à la Cité de l'Union africaine, il avait pris l'engagement, effectivement, de faire libérer les crédits budgétaires qui sont inscrits
au titre de l'aide de l'État à la presse pour l'année budgétaire en cours et même l'année budgétaire passée qui n'avait pas été libérée. Les sommes ne sont pas à la hauteur de celles qui sont habituellement annoncées, mais nous y avons travaillé sur instruction du chef de l'État avec le Premier ministre, le ministre des Finances et celui du Budget. Bien sûr qu'il y a un petit dépassement, nous sommes aujourd'hui le 12 février, mais je peux vous dire que tout a été fait et maintenant nous sommes à la phase de discussions avec les représentants des différentes corporations, mais sinon ces sommes sont déjà à la disposition des services de gestion des crédits de mon ministère. Et donc nous sommes maintenant en contact avec vos différents représentants des corporations pour la répartition. Ce sera quelque chose de symbolique pour les différentes sociétés d'édition, de presse écrite, sociétés de télévision et de radio, et même la timide presse en ligne, d'Internet qui est en train de naître maintenant dans le pays. Donc, je pense que c'est une question de quelques jours. Avant le week-end, tout le monde sera servi. Mais il faut que ces gens aient une existence légale, c'est-à-dire des gens qui ont une autorisation d'émettre, des gens qui ont une autorisation de publier et des gens qui ont une autorisation de diffuser en ligne leurs médias. Ça fait quand même des centaines de personnes, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays. Tout le monde est concerné. S'agissant de la démission de Sa Sainteté le pape Benoît XVI, le gouvernement a pris acte de cette décision qui relève du libre arbitre et du sentiment que chacun peut avoir des forces dont il dispose pour rendre un service aussi éminent à la communauté catholique. Et donc nous exprimons toute notre sympathie avec le pape Benoît XVI, dont nous saluons les 8 ans de pontificat à la tête d'une église qui compte un très très grand nombre de fidèles en République démocratique du Congo. Et nous allons assister avec intérêt à l'élection d'un nouveau pape par les cardinaux. Vous savez que nous avons un électeur de République démocratique du Congo. C'est donc avec intérêt que nous allons suivre l'évolution de la situation. Mais notre sentiment, c'est d'abord un sentiment de sympathie et de solidarité avec le pape qui semble souffrir énormément physiquement, ce qui ne lui permet pas de continuer à assurer les devoirs de sa charge. C'est aussi un conseil que nous pouvons donner à nos hommes politiques de faire comme Sa Sainteté et de faire aussi comme notre patriarche Antoine Gizenga qui s'est retiré lorsqu'il a senti que ses forces déclinaient. Il faut que dans la classe politique on ait cette habitude saine de pouvoir laisser la place à des générations qui ont un peu plus d'énergie. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. La question de Télé 7. Le Rwanda, dit-il, soutient le M23. Est-ce que vous pensez qu'il va aider la République démocratique du Congo à ramener la paix? Nous ne sommes pas dans un état d'esprit de demander à un pays qui est étiqueté comme agresseur d'une autre de nous aider à. Tout ce que nous souhaitons, c'est que dans le cadre de ces structures régionales qui nous mettent ensemble, ce pays, avec d'autres, n'interfère pas pour empêcher la réalisation des efforts que notre pays, avec d'autres, nous sommes en train de consentir pour ramener la paix. Donc vous voyez que c'est deux choses différentes. Il ne s'agit pas d'une aide que nous demandons, il s'agit d'une abstention. Ne vous mêlez pas de nos histoires. Cela est arrivé, ça nous a desservi, ça a créé des suspicions entre nous. Il faut arrêter de vous mêler de nos histoires. Donc, n'empêchez pas que nous pacifions. Voilà tout ce que nous demandons. Sinon, nous ne demandons pas à quelqu'un, s'il ne veut pas aider, mais c'est son droit. Pas seulement lui, n'importe quel pays, s'il ne veut pas aider, il n'aide pas. Et ceux qui veulent nous aider sont là, et il ne faut pas que qui que ce soit, y compris ce pays, vienne mettre des bâtons dans les roues de la normalisation.
CCTV Ralik dit qu'on va traquer les criminels. La RDC n'est pas une jungle. Est-ce qu'il y avait un laisser-aller? Pas du tout. On ne peut pas dire qu'il y avait un laisser-aller. Nous avons quand même vécu quelques années de relative accalmie depuis qu'en 2009, nous avions retrouvé une sorte de modus vivendi avec nos voisins. Souvenez-vous, c'est en 2011, je crois, que les choses ont commencé à se gâter. Nous avons vécu 2-3 ans de relative accalmie depuis les fameux accords de Goma. Et donc, maintenant, il y a une résurgence avec des stratégies inspirées d'ailleurs et contre lesquelles nous devons nous mobiliser. Si hier nous avions la paix, qu'aujourd'hui la paix est perturbée, nous ne pouvons pas nous empêcher de réprimer ceux qui sont auteurs de la perturbation de la paix. Ce n'est pas pour autant dire que hier nous étions dans une situation de laisser aller. Non, hier nous avions réussi à calmer les jeux, mais par une volonté qui n'est pas la nôtre, les choses sont en train de se gâter et nous prenons les mesures qu'il faut. Les mises en garde, la répression, la réponse au feu. Donc ça, c'est des réponses à des situations qui interviennent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'avant, nous ne le faisions pas. On ne le faisait pas parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire, tout simplement. Parce que la menace était moins aiguë qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une guerre de tranchées entre le gouvernement et RFI? Je dis tout de suite non. Nous avons retrouvé des meilleures relations avec les nouveaux dirigeants de RFI. Ils vont d'ailleurs nous visiter très bientôt. Vous affirmez même que est-ce qu'il y aura coupure de signal? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous allions nous en ouvrir aux responsables de RFI qui s'apprêtent à nous visiter. Si entre-temps il y a des choses tellement graves contre lesquelles nous devons nous prémunir, nous prendrons des mesures. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune intention d'ouvrir quelque hostilité que ce soit avec RFI. Nous allons nous expliquer, comme des grands, avec les responsables du RFI que nous avons invités, qui vont venir nous rendre visite ici à Kinshasa. Antenne A, un journal dit que le M23 a gagné le premier round. C'est à l'auteur de cet article que j'ai vu, effectivement, qu'il faut poser la question, qu'est-ce qui lui donne cette impression que le M23 a gagné un round? Je sais le M23 extrêmement dans une sorte de malaise maintenant, parce que tous les calculs se sont avérés faux. On a parié sur la faiblesse du gouvernement qui allait tout céder à Kampala, et le gouvernement n'a rien cédé. On a parié sur la complaisance de la communauté internationale, et c'est les sanctions qui continuent à tomber jusqu'aux fameux 5 millions contre les principaux dirigeants du M23. C'est les interdictions de voyage qui font que ce n'est pas les vrais dirigeants du M23 qui sont à Kampala, mais des sous-fifres, parce qu'ils ne sont pas sur la liste des sanctions. Donc ils ont eu tout faux dans les prévisions. Ils se rendent compte que c'était la guerre de trop. Donc ils sont dans une situation difficile, et je m'étonne de cette analyse selon laquelle ils auraient gagné le premier round. Mais en quoi? En quoi ils auraient gagné un round? Parce qu'ils sont en train de s'enfoncer dans le bourbier chaque jour qui passe. Le paradoxe d'une récompense offerte par le président des États-Unis à quiconque arrêtera à Kinshasa. Antenne A, un journal dit que le M23 a gagné le premier round. C'est à l'auteur de cet article que j'ai une récompense offerte par le président des États-Unis à quiconque arrêtera ces seigneurs de guerre et les négociations que nous avons avec eux. Cela ne peut paraître paradoxal qu'en surface. Tout d'abord, toutes les personnes contre qui les Américains ont projeté des récompenses pour leur arrestation ne sont pas autour de la table avec nous. Toutes ces personnes sont confinées dans un cercle parce que maintenant, on les empêche même d'aller au Rwanda. Il est difficile pour eux d'aller dans le seul pays où ils pouvaient peut-être se sentir à l'aise, parce qu'eux aussi ne veulent pas se mettre à dos la communauté internationale. Donc ceux qui sont au contact à Kampala sont des gens qui ne sont pas encore sur la liste. Et souvenez-vous de la mise en garde du Conseil de sécurité qui leur demande de quitter le mouvement. Donc je pense que si il y a des gens qui parlent aujourd'hui avec le M23,
c'est parce que nous considérons qu'il y a des bons et des mauvais M23. Je le répète, il y a des bons et des mauvais et nous voulons couper les ponts entre les bons qui peuvent revenir à la nation et les mauvais qui sont perdus pour la cause nationale. Et donc, il nous appartient à nous de pouvoir faire le tri. Ce n'est pas les Américains qui viendront faire ce tri, ce n'est pas la justice internationale qui viendra faire ce tri, c'est nous, les compatriotes de ces gens, c'est le leadership congolais qui doit faire ce tri, et des contacts sont utiles pour cela. C'est important. On ne va pas tous les jeter à la mer, nous faisons le tri, et c'est dans ce sens-là que ces contacts se justifient, et nos partenaires le comprennent très bien. C'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre nos partenaires et nous-mêmes. La question de RTGA sur John Taratibou. Vous parlez de John Taratibou, il y a aussi un certain John Kabila, qui en réalité est John Kabamba, un Kassaïen comme moi, qui est aussi le fils de Kabila, soi-disant. Donc, le Taratibou, je ne sais pas d'où il sort. S'il a été arrêté, c'est qu'effectivement, il a essayé d'usurper l'identité d'une famille qui a le droit de se défendre. Et donc, vous savez, les grands hommes, l'héritage des grands hommes a toujours causé des problèmes. Ce n'est pas un problème d'héritage, on a parlé de problème de succession. Quelle succession? Je voudrais poser quand même cette question. Joseph Kabila est chef de l'État depuis 12 ans. Vous croyez qu'il a de tels problèmes d'argent qu'il va aller jusqu'à se disputer avec ceux qu'on appelle ses demi-frères et demi-sœurs? Quoi? L'héritage, ça consiste en quoi? Tout le monde ici sait comment a vécu Laurent Désiré Kabila. Tout le monde connaît son détachement par rapport aux biens, aux biens matériels. Alors, il a laissé quoi? Combien de millions pour qu'on puisse se disputer? Et le président Kabila est dans quel dénuement pour aller se disputer je ne sais quels millions avec ceux qui se présentent comme ses demi-frères, ses demi-sœurs? Non. L'affaire est soit politique, comme pour ce cas de ce monsieur Étienne Kitsa qui se fait appeler Étienne Kabila, soit tout simplement trivial, des gens qui veulent des facilités, comme la pauvre aînée qui s'est fait tuer en essayant de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, pour arnaquer des gens, pour escroquer des gens, c'est tout. Et j'imagine que les Taratibou et autres sont dans la même situation. Donc, n'invoquons pas les problèmes d'héritage, ça n'est pas du tout rationnel. Est-ce qu'il faut attendre la fin de discussion de Kampala, la fin des négociations que mène M. Bochab? M. Bochab ne mène pas de négociations. Je vous ai placé, je vous ai remis le contexte dans lequel le secrétaire général du PPRD a reçu quelques amis de l'opposition, quelques amis de la majorité, et le contexte dans lequel ce dossier ayant été repris depuis hier par le secrétaire général de la majorité présidentielle qui était absent, continue à recevoir aussi des partenaires de la majorité et va recevoir, peut-être à partir d'aujourd'hui ou demain, des partenaires de l'opposition. Ce n'est pas ça les négociations. Le président, quand il sera prêt, va entamer les concertations, les échanges. Sous quelle forme, nous ne savons pas. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre Kampala et ceci? Pas du tout. À Kampala, nous essayons de maîtriser les enjeux internes de la guerre. Nous essayons de ramener ceux qui se sont offerts à l'étranger pour nous agresser au bercail. Ça n'a strictement rien à voir avec la cohésion que nous voulons construire avec toutes les forces sociales, politiques de notre pays face aux menaces qui s'accumulent contre l'unité et l'intégrité de notre pays. Donc il ne faut pas mélanger les genres. Et ici, le président n'a pas lancé un appel exclusivement à la classe politique. On a tendance toujours à ramener tout à la classe politique. Le président a lancé un appel à toute la société congolaise. Et en RDC, il n'y a pas que des politiques. Il a reçu les églises, ils ne font pas de politique. Il a reçu les journalistes, vous n'êtes pas des acteurs politiques. Donc, tout ça, tous ceux qui font partie du tissu sociologique national sont concernés. Alors, ne nous distrayons pas à parler uniquement des politiciens et des préoccupations des politiciens. Il y a des préoccupations beaucoup plus générales, c'est l'intégrité de notre pays, c'est la paix dans notre pays, c'est la sécurité pour notre peuple, et ça intéresse tout le monde, et pas seulement les politiciens. Les points saillants
dit pourquoi est-ce que ce qu'on a réussi à faire au sud Kivu avec Bagaya Mukwe, on ne peut pas le faire au nord Kivu. Au sud Kivu, nous avons mis la main sur ce Bagaya Mukwe avec ses complices. J'avais oublié de vous donner leurs identités, ceux qui ont été arrêtés et amenés ici à Kinshasa. Monsieur Lukobel Moussoko, un Américain d'origine congolaise. Il y en a vraiment de plus en plus. Des gens qui vont en exil et qui croient qu'ils peuvent revenir dans leur pays, faire ce qu'ils ne pourraient même pas rêver, faire même 1/100e de fois dans le pays qui les a accueillis. Est-ce que vous imaginez quelqu'un aller aux États-Unis pour aller s'attaquer aux institutions, armes à la main, et recevoir même le traitement que nous leur réservons ici, où la presse les voit, où on parle d'eux? Il y a un autre, M. Sissé Ibrahim Kal, qui est un Américain d'origine ivoirienne. Même les Ivoiriens commencent à vouloir se mêler de nos affaires. Et le troisième, c'est M. William Mugabe, qui est un Congolais comme nous, qui ont été donc attrapés avec M. Bagaya Mukwe et qui sont entre les mains de nos services. Alors pourquoi pas au Nord Kivu? Même au Nord Kivu, nos services d'intelligence travaillent. Ils attrapent parfois des poissons qui ne sont pas peut-être aussi gros que M. Bagaya Mukwe, mais qu'on nous ramène aussi, soit à Goma, soit ici à Kinshasa, et qui sont dans les différents établissements pénitentiaires en train de répondre de leurs actes. Alors, la dernière question de RFI, la force SADC de 4000 hommes, est-ce suffisant? Nous pensons que pour la mission qui leur est assignée, parce que nous n'avons pas cherché une force internationale à affecter à chaque Congolais du Nord Kivu, il en faudrait 10 millions. Non, nous avons voulu une force à déployer sur des frontières à problème. Ces frontières sont bien identifiées. Nous avions besoin d'une force à déployer pour éradiquer les forces négatives dont nous connaissons la composition. Les FDLR, ils ne sont pas plus de 1500, 2000 aujourd'hui. Les M23, ils ne sont pas plus de 600 à 1000 aujourd'hui. Donc si 3000 personnes sont entrées à Goma, vous comprenez que ce n'est pas le M23. Ils ne sont pas plus de 600 à 1000. Donc avec ça, nous pensons que 4000 hommes peuvent faire ce travail. Et de toute façon, les forces armées de la RDC n'ont jamais été déconnectées de leur devoir constitutionnel d'éradiquer les forces négatives. Donc ce sera un travail qui sera fait peut-être pas ensemble, mais qui sera fait dans la même direction et par la brigade internationale dans la région frontalière et par les FRDC un peu plus loin de la région frontalière. Donc je pense que 4000, c'est un chiffre qui a été étudié soigneusement par les 11 chefs d'état-major des 11 armées, y compris notre chef d'état-major général, et on a estimé qu'avec 4000 hommes, le travail pouvait être fait. Alors, quand se fera le déploiement, c'est une information opérationnelle, on ne la donne pas, mais ça sera dans les jours qui vont suivre la signature de l'accord cadre qui va intervenir incessamment. Incessamment, je pense qu'à la prochaine réunion des instances du Conseil de sécurité, la signature sera faite et à ce moment-là, sans doute les premiers éléments auront déjà été sur terrain, mais là, le déploiement sera très rapide parce que la souffrance des populations du Kivu prend vraiment à la gorge et les Congolais et le monde entier, et on veut que l'intervention se fasse aussi rapidement que possible pour ramener la paix dans cette partie martyre de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur tous ces sujets et je vous remercie.